Bien le bonjour et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va commencer par faire une petite modification histoire que ce soit plus agréable. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, parlons de choses sérieuses. Comme je l'ai précisé dans l'épisode précédent, on en a fini avec le premier cycle qui regroupait les bases de la programmation en C++, et on va maintenant commencer le cycle 2, les notions plus avancées, donc potentiellement plus compliquées. Aujourd'hui, on va parler d'un très gros morceau, c'est pourquoi la vidéo est plus longue que d'habitude. Je voulais dans un premier temps la scinder en deux comme pour les tableaux, mais je voyais pas trop comment faire, donc je l'ai laissé comme ça exceptionnellement. Pas d'inquiétude, on va y aller doucement, ça va bien se passer. Ah, et en passant, comme ça va être une grosse vidéo, je vais créer mon exemple final au fur et à mesure des explications, histoire de gagner un peu de temps. Installez-vous bien, préparez vos claviers, et c'est parti pour parler des objets. Tout d'abord, un objet, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un truc fait d'un nombre plus ou moins important d'attributs et de procédures empaquetés dans un élément dont le comportement va changer en fonction de ce qu'on va lui demander de faire grâce aux commandes disponibles et des paramètres qu'on va lui donner. Ouais, mais franchement, c'est chaud. Bon, on va prendre un exemple parlant tout droit sorti d'une imagination débordante et incroyablement digne des plus grands. Prenez une voiture. Le moteur est constitué de plein d'éléments qui interagissent entre eux et sont empaquetés dans le châssis. On a également la boîte de vitesse, les roues avec des freins qui sont eux-mêmes constitués de plusieurs éléments, etc., qui sont eux-mêmes cachés du conducteur. On nous donne pour contrôler tout ça 3 pédales, un volant et un levier de vitesse. Pour reprendre ce que je disais, la voiture va se comporter différemment en fonction de ce qu'on va lui demander de faire. Tourner le volant, appuyer sur la pédale d'accélérateur, de frein, passer les vitesses, etc. Tout ça grâce aux commandes disponibles, le volant, les pédales, le levier de vitesse, et des paramètres qu'on va lui donner. Si on tourne plus ou moins fort le volant, la direction, si on appuie plus ou moins fort sur les pédales, etc. La voiture est un objet réel, mais dans les jeux vidéo, on peut retrouver exactement la même chose. Déjà avec des voitures et leur comportement, dans Gran Turismo, GTA, etc. Ou les personnages qu'on contrôle en appuyant sur des boutons, clavier ou manette. J'espère que comme ça la notion d'objet est un peu plus claire au niveau de la structure globale et du fonctionnement. Je veux créer un objet. Attends. Si je vous demande de créer une crépine, vous pouvez le faire ? Bah non. Avant de créer quelque chose, faut savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. Pour info, une crépine c'est ça, le truc qu'on met au fond des éviers pour récupérer les morceaux. Au moins, on aura appris un nouveau mot. Donc, au niveau du code maintenant, il se trouve qu'on a déjà utilisé un objet sans le savoir. Je vais encore une fois parler des strings. Déjà, il faut savoir qu'un ordinateur ne sait pas gérer les lettres. Il ne sait gérer que des nombres. En fait, quand on utilise les lettres, il y a une traduction en nombres qui est effectuée et qui se base sur la table ASCII. Par exemple, si je crée une variable de type int et que je lui demande de stocker la valeur 81, en faisant un cout, ça va m'afficher 81. Maintenant, si je change la déclaration de ma variable pour dire que c'est plus un int mais un caractère, cette fois, implicitement, je vais demander à l'ordinateur de traduire cette valeur en se basant sur la table ASCII pour m'afficher le caractère correspondant. En faisant un cout, on peut voir qu'il m'affiche la valeur Q. Vous vous rappelez quand j'avais dit que les variables de type string étaient des tableaux ? C'est un peu ça. Une variable de type string stockera une chaîne de caractères. C'est donc un tableau de caractères. Du coup, pour stocker le mot bonjour, on pourrait très bien déclarer un tableau de caractères à 7 entrées comme ça. Du coup, mon mot sera stocké dans le tableau comme ça. On pourrait faire comme ça, mais ce serait super long et lourd de s'occuper des chaînes de caractères comme ça. Du coup, tout ce traitement a été empaqueté dans un objet, les strings. On a déjà vu certaines opérations qu'il est possible de faire sur les strings, comme l'initialisation, l'affectation d'une valeur, la concaténation, la comparaison, qui va se faire caractère par caractère. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, un objet est constitué de 2 éléments, les attributs et les méthodes. Les attributs, c'est un peu comme les variables d'une fonction, c'est des choses présentes à l'intérieur mais qu'on ne touche pas, c'est pareil pour un objet. Les méthodes, ce sont les fonctions qu'on va pouvoir utiliser grâce à cet objet. Pour appeler une méthode d'un objet,
on va noter le nom de l'objet, point, la méthode. Si on reprend l'analogie de la voiture, si on veut accélérer, on va écrire un truc du style voiture, point, pédale d'accélérateur. Pour les strings, on en avait vu une, celle pour déterminer la longueur d'une chaîne de caractères. On écrivait le mot point size. Mais il en existe bien sûr plein d'autres. Par exemple, pour effacer une chaîne de caractères, la méthode ça va être mot.erase. Pour extraire une sous-chaîne, un morceau de la chaîne de caractères, la méthode va être substr, pour substring, sous-chaîne. La syntaxe va être chaîne.substr, entre parenthèses, index, num. Index, ça va être la position à partir de laquelle on récupère les caractères, et num, le nombre de caractères qu'on récupère. Par défaut, si on ne met rien, ça récupérera tout ce qu'il y a après ce qu'on a commencé à récupérer. Par exemple, si je déclare une variable de type string que j'initialise avec bien le bonjour, et que je veux récupérer bonjour, à ce moment-là, je vais écrire phrase.substr, entre parenthèses 8, pour me positionner devant le B de bonjour et récupérer tout ce qu'il y a après. Maintenant, si on veut récupérer que le mot bien, par exemple, à ce moment-là, on va faire phrase.substr, entre parenthèses, 0 pour se mettre au début, et 4 parce qu'il y a 4 caractères. Donc pour l'instant, pas grand-chose de compliqué. Mine de rien, on avait un petit peu vu comment ça fonctionne un objet, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau non plus. Ah, et dernière petite chose en passant, comme un objet peut ressembler très fortement à une variable, le cas des strings par exemple, pour les différencier au-delà de leur fonctionnement, il y a une convention qui existe. Comme on l'a vu au début du premier cycle, le nom des variables commence par une minuscule. A l'inverse, le nom des objets commenceront eux par une majuscule. Bon, tout ça c'était pour la partie présentation des objets. On va maintenant passer à l'étape suivante, on va en créer un. La première chose à créer, c'est une classe. Une classe, ça va être un peu comme un moule grâce auquel on va pouvoir créer plein d'objets du même type. En termes techniques, on dit qu'un objet est une instance de classe. Heureux hasard, la formation que je suis prend pour exemple de création une classe personnage. Ça tombe très bien, je vais donc m'en inspirer dans la joie et la bonne humeur. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais construire mon exemple final dès maintenant. Aujourd'hui, on va créer un jeu. Oui, dès maintenant. L'objectif est de créer un jeu fonctionnel. Bon, ce sera pas un AAA, mais ce sera notre premier petit jeu fonctionnel. On va créer le donjon des enfers. Il va y avoir 10 niveaux à passer, pour chaque niveau un combat au tour par tour contre un ennemi. Chaque fois qu'on gagne, on aura la possibilité d'augmenter une caractéristique, et l'ennemi sera de plus en plus fort. Voilà, ça c'est l'idée de base, on va voir maintenant comment construire tout ça. Pour reprendre, on va créer une classe personnage. Pour créer une classe, comme pour une déclaration de variable, on va commencer par déclarer la classe en mettant classe, suivi du nom de la classe voulue, ici personnage, en prenant bien soin de respecter la convention, donc en mettant une majuscule au nom de la classe. Toute la définition de la classe, ses constituants, va ensuite être écrite entre accolades. Et, nouveauté, il en fallait bien une, on va mettre un point-virgule à la fermeture de l'accolade. À partir de là, on va se poser un peu et réfléchir. Oui, ça peut servir de temps en temps. L'idée va être de lister tout ce dont cette classe va avoir besoin et ce qu'elle va faire. Ce dont elle va avoir besoin, ce sont des variables. Quand ce sont les variables d'une classe, on parle de variables membres. Et encore une fois, pour nommer les choses bien, on appelle ça des attributs. Ce qu'elle va faire, ce sont les fonctions, plus précisément les méthodes. On va commencer par les attributs et réfléchir à tout ce qui caractérise un personnage de jeu vidéo. On peut faire une liste énorme, mais on va rester simple et ne prendre que quelques caractéristiques. On va prendre par exemple le nom du personnage créé, les points de vie max, les points de vie actuels, la puissance de soin, le nom de son arme et les dégâts de son arme. Comme je l'ai dit juste avant, ces variables sont des variables membres. Pour bien les repérer et éviter de les confondre avec des variables standards, l'erreur est humaine, on peut les faire commencer par m_ pour bien marquer l'appartenance à une classe. Ce qui nous donnera donc quelque chose comme ça. Attention, 2 points à soulever.
Premièrement, on va utiliser un objet string dans les attributs. Il sera donc nécessaire de rajouter la ligne includeString au début de notre code. Deuxièmement, je n'ai pas initialisé mes attributs, c'est normal, c'est pas ici qu'on le fait. On verra un peu plus tard la phase d'initialisation, mais pour l'instant, on ne fait que les déclarer. Ok, maintenant qu'on a quelques attributs de notre classe personnage, on va passer aux choses qu'on va pouvoir faire avec, les méthodes. En vrac, notre personnage va pouvoir prendre des dégâts et perdre des HP, regagner des HP, vérifier qu'il est vivant, attaquer, et comme on a dit qu'à chaque combat on pouvait augmenter nos caractéristiques, augmenter nos PV max, augmenter notre puissance de soin, et augmenter les dégâts de l'arme. On va s'arrêter là, ça sera déjà pas mal pour l'instant. J'avais dit à un moment que perso je préférais mettre les déclarations de variables au tout début de mon code, comme ça je savais où elles étaient et que je trouvais ça mieux. Quand on écrit une classe, on préférera faire l'inverse et mettre les attributs à la fin. On va donc avoir quelque chose qui ressemble à ça. On déclare notre classe et on ouvre les accolades. On va donc commencer par les méthodes. Vu qu'elles ne renvoient rien, pour la plupart, on va les déclarer en void. On va commencer par void subir dégâts, et entre parenthèses, on va mettre la valeur qu'on va lui injecter pour pouvoir travailler, à savoir des dégâts. On va ensuite déclarer la méthode soin, qui elle n'aura pas besoin de variable. La prochaine méthode, c'est pour savoir si notre personnage est vivant. Celle-ci va renvoyer vrai ou faux, c'est donc un booléen, donc on déclare en bool. Et pareil, pas de valeur pour qu'elle puisse travailler. La prochaine méthode, c'est attaquer, qu'on déclare toujours en void, et on va lui injecter personnage et cible. Ensuite, la méthode pour augmenter nos HP max, et enfin, la méthode pour augmenter notre puissance de soin. On s'arrête là pour l'instant au niveau des méthodes, et on va enchaîner sur les attributs. On va donc déclarer nos variables membres, string m_nom, int m_hp max, int m_hp, int m_puissance soin, string m_nom arme et int m_degarm. Alors, en paramètre de la méthode attaquer, je mets personnage et cible. Pas besoin de s'exciter, c'est pas compliqué. Le personnage qu'on va utiliser, c'est le personnage A. Avec la même classe, on peut créer un personnage B. Dans notre cas, ce sera un adversaire. Du coup, ce que je dis là, c'est qu'avec mon personnage A, je vais attaquer un personnage cible, passé en référence pour que ce soit plus léger, qui va être créé grâce à la même classe personnage. Comme on utilise la même classe, le fait que le personnage cible reçoive des dégâts va enclencher la méthode subir dégâts. Encore une fois, une classe c'est un moule, on peut faire plusieurs objets avec le même moule. Si vous trouvez ça compliqué, pensez au string. Quand on déclare par exemple string mot et string phrase, la classe c'est string, les objets c'est mot et phrase. Là c'est pareil, on va avoir quelque chose du genre personnage joueur et personnage adversaire. Ok, maintenant que c'est plus clair, passons à la suite. Pour l'instant, on va pas écrire chaque méthode, l'idée là c'est de voir la structure de construction d'une classe, on complétera ce qui manque à la fin. On va maintenant parler de quelque chose d'extrêmement important. Quand on a vu les fonctions dans l'épisode 6, on pouvait les appeler directement après les avoir déclarées sans problème. Tout se passait bien, c'était le monde des bisounours. Le problème c'est qu'une classe, ça marche pas pareil, bien au contraire. Il y a une protection automatique qui est mise en place lors de la création de la classe, les droits d'accès. Quand on crée une classe, les méthodes et les attributs sont protégés par des droits. De base, ils sont en private, en privé. Ce qui fait qu'ils sont verrouillés pour les appels extérieurs de la classe, la fonction main par exemple. Pour preuve, on peut faire un test. On va créer un personnage back et un personnage squelette qui va être notre premier adversaire. On va dire que back attaque le squelette. On lance donc un appel juste pour faire un appel, vu qu'on n'a pas écrit la méthode, il ne se passera rien. Et voilà un beau message d'erreur. Pour éviter ça et nous permettre d'utiliser les méthodes, il va falloir changer les droits des méthodes pour les rendre accessibles. Pour ça, on va tout simplement indiquer avant les méthodes que les droits ne sont pas privés, mais publics, en indiquant « public ». En écrivant juste ça, tout ce qui suit va être accessible depuis la fonction main. Attention, on ne touche jamais aux attributs d'un objet depuis la fonction principale. Jamais. Alors oui, on a tout mis en public là, même les attributs.
C'est pour ça qu'il faut repréciser que les attributs sont en privé. On ajoutera donc private juste avant la liste des attributs. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Pour reprendre l'exemple de la voiture, c'est le moment où on met le châssis et le capot autour du moteur et où on met un fauteuil pour accéder aux pédales et au volant de la voiture. Le moteur, sous-entendu les attributs, seront cachés en privé et les méthodes, les pédales et le volant, seront accessibles en public. Bon, on va maintenant passer à la partie intéressante, on va écrire nos méthodes. En vrai terme, on dit qu'on va les implémenter. On va commencer par la méthode subir dégâts. On va dire que la variable membre MHP, c'est-à-dire nos HP actuels, vont être égales à nos HP actuels moins les dégâts. Tout à l'heure, on a mis les attributs en privé, on ne peut donc pas les modifier depuis la fonction principale, mais là, comme on est dans la méthode qui elle-même fait partie de la même classe que l'attribut, elle aura le droit de les modifier. Histoire qu'on ne se retrouve pas avec des PV en négatif, on va mettre une petite condition, si nos PV actuels sont inférieurs à 0, on dira que les PV sont égales à 0. Ensuite, pour la méthode soin, on va dire que nos PV actuels seront égales à nos PV actuels plus la puissance du soin. Même principe que tout à l'heure, pour pas avoir des PV qui excèdent nos PV max, on va mettre une condition, si nos PV sont supérieurs au PV max, à ce moment-là, les PV actuels seront égales au PV max. Ensuite, la méthode est vivant. Là, l'idée, ça va être de regarder si nos PV actuels sont supérieurs à 0. Si c'est le cas, on retournera vrai, sous-entendu est vivant. Sinon, on retournera faux. Alors, petite astuce, il y a une autre façon d'écrire ça. On peut écrire directement return MHP strictement supérieur à 0. Sous-entendu, il va faire la comparaison et il va nous retourner directement le résultat, à savoir vrai ou faux. Petite info supplémentaire, cette méthode ne modifie pas les attributs, elle ne fait que renvoyer une information. Ce type de méthode peut être déclaré en tant que méthode constante, et d'ailleurs c'est mieux de le faire. Visuellement, on saura qu'elle ne modifie rien et ça apportera une sécurité supplémentaire sur le fait qu'elle ne modifiera rien. Pour la déclarer en tant que telle, on va ajouter le mot-clé const devant le nom de la méthode. Ok, on va passer à la méthode attaquer. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va faire appel à la méthode subir dégâts de l'objet cible. Et comme la méthode subir dégâts attend un paramètre de dégâts, on va lui indiquer que les dégâts qu'elle subit, ce sont les dégâts de notre arme. Et pour finir, les deux dernières méthodes. La méthode d'augmentation des PV max, on va lui rajouter 100. Et la méthode d'augmentation de la puissance de soin, on va lui rajouter 50. Bon, là ça marche, mais c'est brouillon. On va donc faire une dernière chose, mettre la classe dans un fichier à part comme on avait fait pour les fonctions, histoire que ça soit plus propre. On crée donc les fichiers et on met les en tête, on a déjà vu ça donc je m'attarde pas dessus. Attention, quand on avait vu le cas des fonctions dans les fichiers, j'avais dit que je mettais using namespace standard pour continuer de coder comme on en a l'habitude. Ici, on peut également le mettre dans le fichier CPP, mais il ne faut surtout pas le mettre dans le fichier H, sinon ça va faire des erreurs et on n'aime pas ça. Dans le fichier H, on ne va laisser que la déclaration de la classe avec les prototypes, attention à ajouter std : devant les strings, et on passe au fichier CPP. Les méthodes étant maintenant écrites en dehors de la classe, comme si elles étaient des fonctions basiques, la première chose à faire c'est d'ajouter devant chaque nom de méthode personnage : pour indiquer au compilateur que les méthodes appartiennent à la classe personnage. Et voilà, c'est déjà plus structuré et plus joli. On va maintenant parler de deux autres méthodes communes à tous les objets. On va commencer par le constructeur. Le constructeur, c'est une méthode qui est appelée automatiquement lors de la création d'un objet. Il va nous servir à initialiser, enfin, nos attributs non objets, les variables lambda. Quand ce sont des objets, ils sont automatiquement initialisés avec une valeur par défaut, donc on s'en fout. On va pouvoir néanmoins l'appeler manuellement pour pouvoir initialiser nos attributs. On va aller dans notre fichier CPP pour écrire ça. Tout d'abord, c'est une méthode qui va porter le même nom que la classe. Ensuite, cette méthode ne renvoie rien, pas même void. On va donc écrire personnage : personnage. On va ensuite écrire la liste de nos attributs et on va les initialiser. Pour le nom, on va écrire par exemple back. Le nombre de PV max, on va mettre 100. Les HP actuels, ça va être nos HP max. La puissance de soin,
on l'initialise à 50. Le nom de l'arme, c'est une épée. Et les dégâts, on va dire que ça va être 10. On n'oublie pas d'aller dans le fichier hash et de mettre le prototype de la méthode directement sous public. Et voilà, à partir de maintenant, en l'utilisant tel quel, chaque objet qui sera créé grâce à la classe personnage s'appellera back, aura 100 points de vie, une puissance de soin de 50 et aura une épée de dégâts 10. Alors ça, c'est la façon basique de créer un constructeur. Mais il y a plus propre et plus utilisé, d'ailleurs on va plutôt l'écrire comme ça. Visuellement, ça peut créer un choc vu que le corps est vide. Mais tout a été initialisé juste avant, donc ça fonctionne. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on n'a pas forcément envie de créer une infinité de personnages avec le même nom, les mêmes statistiques, ni la même arme. On va pouvoir varier les personnages et équipements grâce à quelque chose qu'on a déjà vu dans l'épisode sur les fonctions, la surcharge. Le constructeur qu'on a créé n'a pas de paramètres, on dit que c'est le constructeur par défaut. Par contre, il est possible de lui mettre des paramètres. Si on veut créer notre premier adversaire, un squelette qui sera plus faible que nous, vu que c'est le premier niveau, on peut se dire qu'il ne s'appellera pas pareil déjà, qu'il aura moins de vie, qu'il fera moins de dégâts et que son arme sera différente. Dans le fichier CPP, on va donc créer un deuxième constructeur et ajouter les paramètres gérant le nom, les PV max, l'arme et ses dégâts. Et pour l'initialisation des attributs, on va mettre entre parenthèses le nom des variables qu'on attend. Les paramètres ajoutés, bien que portant quasiment le même nom, ne sont pas les attributs initialisés par la méthode. Ils vont servir de lien pour récupérer la valeur donnée par l'utilisateur pour être injectés dans l'attribut pour créer l'objet. Dans notre fichier principal, on va pouvoir créer un objet personnage, le nôtre, et un squelette en précisant son nom, ses PV et son équipement. On aura donc le personnage back, 100 PV, une puissance de soin de 50, une épée en bois qui a 10 de dégâts, créée grâce au constructeur par défaut, et un squelette, 30 PV, et une épée rouillée qui fait 2 de dégâts, créée avec le constructeur modifié. Bon, en vrai, il aura aussi une puissance de soin, mais il ne l'utilisera pas, donc on s'en fout. Allez, tant que j'y suis, il y aura une autre manipulation possible grâce à la surcharge du constructeur. On va appeler un constructeur de copie. Pour l'instant, on a créé notre personnage et une créature de type squelette. C'est cool, mais on va pas taper que sur des squelettes. Il faut diversifier un peu tout ça. On va donc créer une autre créature, un zombie par exemple. Si on considère qu'un zombie a les mêmes caractéristiques qu'un squelette, dans le jeu bien sûr, et qu'on veut créer un objet ayant donc également 30 PV, une épée rouillée qui fait 5 de dégâts, on va pouvoir le créer directement en indiquant l'objet squelette pour initialiser le zombie avec les caractéristiques du squelette. On écrira donc personnage zombie, entre parenthèses squelette. Et c'est tout. Pas compliqué de diversifier, hein. Allez, un petit dernier pour la route. Si on veut maintenant créer un cerbère qui aura les mêmes caractéristiques que le zombie, et que donc le squelette, mais avec des dégâts en plus. On va donc écrire le constructeur de copie par défaut en indiquant que le personnage qu'on veut créer va prendre comme paramètre les caractéristiques d'un autre personnage. Et ça en référence constante pour alléger le programme. Les attributs du personnage seront donc initialisés avec les attributs de l'autre personnage. Et comme on veut avoir les mêmes caractéristiques mais avec des dégâts en plus, on va juste indiquer qu'on va prendre en paramètre des dégâts d'armes, et on va venir initialiser les dégâts de l'arme avec ce qu'on a injecté. Pour la création, ça ressemblera à quelque chose du type personnage, cerbère, entre parenthèses zombie, l'autre personnage sur lequel on se base, et les nouveaux dégâts, 30. L'autre méthode commune à tous les objets, c'est le destructeur. Il est appelé automatiquement quand un objet est détruit. Pour l'instant, il est inutile d'en créer un, mais on y reviendra plus tard. Bon, ça commence à prendre forme et à être pas mal du tout, mais ça reste un peu simpliste. En pensant au futur, le fait de déclarer une arme par un nom et des dégâts, c'est pas mal, mais on peut améliorer ça en créant un objet bien sûr. On va donc commencer par créer 2 nouveaux fichiers pour y stocker le code de notre arme. Une fois créé, on va aller dans le fichier H pour préparer les prototypes de notre classe avec ce qu'on veut créer, ainsi que les attributs. En public, on va déclarer les 2 constructeurs, le constructeur de base, arme, parenthèse vide, et un deuxième constructeur personnalisé où on va écrire arme, entre parenthèses, std : string nom, et int dégâts.
On va également mettre une méthode qui permet d'augmenter les dégâts de l'arme si on a choisi cette récompense après avoir gagné un combat. Cette méthode, on va l'appeler addDeg. Et comme tout à l'heure, dans la partie privée, on va indiquer les attributs, à savoir le nom de l'arme et les dégâts de l'arme. Ok, on va maintenant pouvoir passer au fichier CPP. On commence par inclure le fichier d'en-tête et Using Namespace Standard. Sur le même principe que la classe personnage, cette fois on va s'occuper de la classe arm, donc on va commencer par écrire arm, et le constructeur. On va donc commencer par le constructeur par défaut, et on va dire que ces variables nom d'arme et dégâts d'arme, ça va être épée et 10. On enchaîne avec le constructeur personnalisé, où on va préciser que le nom et les dégâts vont initialiser nom d'arme et dégâts arme. Et enfin, pour la méthode addDeg, on va dire que les dégâts de l'arme vont être égales aux dégâts de l'arme plus 20. Ok, notre classe arme est créée, ça a été vite, donc c'est cool. Maintenant qu'on a créé cette classe, il va falloir l'associer à notre classe personnage. On commence par aller dans le fichier hash de la classe personnage, et avant toute chose, on va ajouter include arm hash pour pouvoir utiliser la classe arm au niveau de la classe personnage. On va ensuite retirer les attributs concernant l'arme vu qu'ils ne servent plus à rien, et on va les remplacer par l'objet arm. On bascule au fichier CPP, et là, on va voir l'intérêt d'avoir fait des listes d'initialisation. On va commencer par modifier le constructeur dans lequel l'arme apparaît. On va mettre dans ce qui est attendu une chaîne de caractères au nom de l'arme, et un entier pour les dégâts de l'arme. Notre attribut marm va être initialisé grâce à nom-arme et dégâts arm, et ces informations seront envoyées à la classe arm pour créer un objet avec les valeurs reçues lors de la création du personnage. Et ça, grâce à la liste d'initialisation. L'autre méthode qu'on va modifier, c'est bien sûr la méthode attaquer, avec une légère subtilité. À première vue, on pourrait être tenté d'écrire un truc dans ce style pour accéder à l'attribut de dégâts de l'objet arm. Mais comme on a vu plus tôt dans la vidéo, on ne touche pas directement aux attributs. Jamais. La subtilité ici, c'est que pour arriver à récupérer cette valeur, on va tout simplement créer une méthode constante qui va aller chercher cette valeur et nous la retourner. Cette méthode étant dans la classe, elle aura le droit d'aller chercher l'information. Et comme c'est une méthode constante, on ne pourra pas modifier l'attribut. Ce genre de méthode a un nom, ça s'appelle un accesseur, et par convention, le nom commence par get. Dans notre cas, comme on veut récupérer la valeur de dégâts, on va donc l'appeler getDegArm. Qui dit nouvelle méthode dit qu'on va l'ajouter au fichier de la classe arm. Pour le fichier hash, on va simplement écrire int getDegArm, parenthèse, const. On va un tout petit peu développer ça dans le fichier CPP en mettant que, tout simplement, ça retourne mDegArm. Au cas où, pour rappel, la méthode est un int parce que ça retourne un entier, ici les dégâts de l'arme. Une fois qu'on a fait ça, on va faire appel à cette méthode pour modifier notre méthode attaquer de notre classe personnage. On va donc écrire cible.subirdégâts pour appeler la méthode subirdégâts de l'objet cible de classe personnage, et en attribut, ça sera notre arm.getDegArm pour avoir la valeur des dégâts de l'arme. Voilà, c'est tout bête, mais il faut le faire. Et voilà, nos classes sont complètement finies. Il ne nous reste qu'à compléter notre code en utilisant tout ça pour faire notre jeu de combat sur 10 stages avec bien sûr un affichage sympa. Déjà, réfléchissons à la tête que ça va avoir. On va afficher le nom de l'adversaire avec ses PV, et pareil pour le héros. Et évidemment, on va afficher les choix d'action possibles. Pour ça, on va déjà commencer par aller modifier nos constructeurs de personnages pour pouvoir intégrer un nom, histoire d'afficher le nom qu'on aura choisi pour notre héros et le nom des adversaires. On va ajouter ça dans le fichier hash et dans le fichier CPP. Sur le même principe, on va maintenant ajouter quelques méthodes qui vont nous permettre d'afficher les PV actuels du personnage et de l'adversaire, ainsi que les PV max. On va également ajouter une méthode qui va nous permettre de commencer chaque combat avec les PV au maximum. Et on va développer tout ça dans le fichier CPP. En ce qui concerne les méthodes de récupération de valeur, que ce soit les points de vie actuels, les points de vie max et le nom, on va tout simplement dire qu'on retourne la valeur de l'attribut concerné. Et enfin, pour la méthode RestoreHP, on va dire que les points de vie actuels sont égaux aux points de vie max. Dans l'ensemble, rien de compliqué. Ok, là on a nos classes de perso, on a nos classes d'armes qui sont prêtes à être utilisées, on a les constructeurs et les méthodes, on va enchaîner avec l'environnement. Pour continuer sur un truc un minimum organisé, on va créer deux fichiers affichage, CPP et H.
On va commencer par le fichier hash. On va dire qu'on va prévoir un écran titre. On va donc déclarer une méthode void écran titre, un écran de GameOver, un écran pour l'affichage de l'étage. Pour ça, on utilisera une variable stage de type int qu'on injectera dans la méthode. Et enfin, un écran pour le combat où on verra s'affronter le héros et son adversaire. Cette méthode aura donc comme attribut deux personnages, le perso principal et l'adversaire. On bascule maintenant dans le fichier CPP pour développer tout ça. On va commencer par ajouter les include.iostream, string, personnage hash et arm hash au début de notre fichier. Et on n'oublie pas le using namespace standard bien sûr. Ok, c'est parti pour l'écran titre. On va faire un truc simple, l'idée c'est que ça ressemble à ça. J'ai dit simple, pas beau. On va donc créer deux variables de type string, ligne étoile et ligne vide. On va faire une première boucle for pour tracer une ligne d'étoile. Ensuite, on va dire que notre rectangle va faire 6 de haut, sans compter la première et la dernière ligne. On va donc faire une boucle for qui va se répéter 6 fois. Dedans, il va y avoir deux cas. Soit toute la ligne est vide, soit il y a le titre. La ligne va commencer par une étoile et sachant que le titre sera au milieu, la ligne 3, on va mettre une condition. Si on est en ligne 3, alors on remplit d'espace la ligne jusqu'au titre, on écrit le titre et on finit la ligne avec des espaces. Sinon, il n'y a rien à écrire, donc on remplit d'espace et on finit par mettre une étoile. On affiche ensuite la première ligne d'étoile, le contenu avec le titre, et la dernière ligne d'étoile. Et voilà, on a notre écran titre. On va enchaîner avec l'écran de GameOver, on va pas s'embêter, on fait copier-coller, on change le message en GameOver et on adapte le nombre d'espaces à mettre. Et voilà, on a notre écran de GameOver. Sur le même principe, on va pas se prendre la tête et on va faire l'écran de fin du jeu, où on va faire un copier-coller de l'écran GameOver, et pareil, on va réadapter le nombre d'espaces qu'il faut pour faire un rectangle parfait. Ensuite, on va afficher les tâches pour connaître notre progression, c'est pas long et c'est facile. On rafraîchit l'écran, on affiche le stage et c'est tout. Enfin presque. On va ajouter un system timeout de nul, suivi d'un rafraîchissement d'écran. Cette commande, ça va faire en sorte qu'après avoir affiché le stage, le programme va faire une pause pendant 2 secondes, donc l'écran va rester sur l'affichage du stage, avant de passer à la suite et donc de rafraîchir l'écran. Pour ce qui est du nul, si on ne le met pas, en fait en bas de l'écran il va y avoir un décompte. Et comme c'est moche et que j'ai pas envie que ça apparaisse, on met nul pour le masquer. Bon, il ne reste qu'une dernière chose à préparer avant d'aller dans le fichier principal, le combat. On sait déjà qu'on va avoir un menu avec plusieurs choix possibles pour effectuer une action. On va donc commencer par déclarer une variable choix qu'on va initialiser à 0. Ensuite, comme c'est une fonction qu'on va appeler à chaque combat, l'idée est de commencer avec tous nos PV, on va donc appeler la méthode restoreHP du personnage principal. Pour le reste, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, un combat au tour par tour. On va mettre une boucle do-while, avec comme condition le fait que les deux participants sont toujours vivants. On met un rafraîchissement de l'écran et on enchaîne sur l'affichage de l'adversaire. On affiche son nom et on affiche également ses PV actuels et ses PV max, histoire de voir l'évolution du combat. On fait la même chose avec le perso principal. On affiche le menu des actions à effectuer et on n'oublie pas de récupérer le choix qu'on va faire. Pour le menu, on met un switch se basant sur le choix effectué. Comme là on n'a mis que 2 actions possibles, il va donc y avoir 2 cases. Case 1, on attaque, on va donc appeler la méthode attaquer de l'objet perso principal, et on indique sa cible, l'adversaire. Case 2, on va se soigner, on utilise donc la méthode soin de l'objet perso principal. Comme notre personnage attaque en premier, on va vérifier que l'adversaire est toujours vivant avec une condition if, et s'il est toujours vivant, ça va être à lui d'attaquer le personnage principal. Autre condition dans cette phase, on va prévoir un adversaire de type vampire qui aura la possibilité, de par sa nature, de se soigner. On va donc mettre une condition toute simple, si l'adversaire c'est le vampire, alors il se soignera après avoir attaqué. Une fois le combat fini, 2 solutions possibles, soit on a battu l'adversaire, soit c'est lui qui nous a battus.
On va donc commencer par faire un rafraîchissement de l'écran et on vérifie que le personnage principal est toujours vivant, ainsi que le fait de ne pas avoir atteint l'étage 10. Si c'est le cas, on va afficher un message de victoire suivi d'un timeout de 2 secondes et on rafraîchit. On avait dit qu'on voulait avoir la possibilité d'augmenter une caractéristique en cas de victoire. On va donc proposer un menu en demandant quelle caractéristique on veut augmenter et on récupère le choix. Plusieurs choix possibles, on va donc remettre un switch et appeler la méthode appropriée en fonction du choix effectué. Add HP max pour le choix 1, add puissance soin pour le choix 2, add dégâts armes pour le choix 3. On ajoute ensuite une condition avec un else if pour le cas où on est à l'étage 10 et que le personnage est toujours vivant. À ce moment-là, on a fini le jeu et donc on affiche l'écran de fin. On finit avec le sinon, si le perso principal n'est pas vivant, sous-entendu si on a perdu le combat. À ce moment-là, on va simplement afficher notre écran de game over. Ok, tout est enfin prêt, il ne nous reste plus qu'à aller dans le fichier principal pour tout mettre en place. Courage, c'est bientôt fini. Première chose à faire, on ajoute tous les includes de nos fichiers. Ensuite, on va commencer par créer une variable choix. Dans notre cas, on aura juste le choix de lancer le jeu, le fameux appuyer sur Start pour commencer. Mais pour ceux qui sont chauds, on peut ajouter une option pour charger une sauvegarde, aller dans les paramètres du jeu, etc. Là, encore une fois, c'est juste une base. Ensuite, on enchaîne avec le fait de demander le nom du joueur. On va donc créer une variable nom. Et au passage, on crée également une variable pour gérer les étages. Alors, petite pause. On va avoir 10 étages, donc 10 adversaires à affronter. On va donc créer un tableau d'objets pour les stocker. Pour ça, après quelques recherches, j'ai trouvé que le mieux c'était de faire un tableau dynamique. Par rapport à la gestion de la mémoire, ça permet d'éviter les fuites de mémoire et d'avoir une meilleure gestion. On crée donc un vector dans lequel on va stocker des objets de type personnage et on va l'appeler tab perso. On va commencer par le dernier boss pour redescendre jusqu'au premier. Comme ça, le premier étant à la dernière position du tableau, on pourra le virer une fois qu'on l'aura passé pour alléger le tableau et le nombre d'objets en mémoire. On déclare l'objet de type personnage, Prince des Enfers. On va donc renseigner son nom, Prince des Enfers. Ses PV max, on va dire qu'il en a 1000. Sa puissance de soin, pour prévoir le cas du vampire, qui pour tous les adversaires sauf le vampire va être à 0. Le nom de son arme, ça va être un cimetière des enfers, et les dégâts de son arme, on va mettre 400. Maintenant que l'objet est créé, on va le stocker dans notre tableau comme on a vu dans l'épisode des tableaux dynamiques. On met le nom du tableau, .pushback, pour créer l'entrée, et on indique qu'on y met l'objet Prince des Enfers. J'ai préparé à l'avance une liste de personnages à créer avec leurs PV et leurs armes. Il suffit donc de reproduire ces deux commandes avec les bonnes infos. Passons maintenant au vif du sujet. Pour afficher l'écran titre, on va mettre une boucle do while en place pour forcer à faire un choix correct. Pour la condition, ça va être évidemment de continuer tant qu'on tape autre chose que 1. On pose un rafraîchissement d'écran et on appelle la fonction écran titre pour afficher notre titre. On affiche ensuite les choix qui sont possibles, ici démarrer le jeu, puis on récupère le choix. On pose un switch et on développe les cas possibles. Encore une fois, ici, il n'y en a qu'un, donc si on a choisi de démarrer le jeu, on rafraîchit l'écran et on demande comment appeler le personnage principal, et on va stocker ça dans la variable nom. Comme on a entré le nom du perso, c'est le moment de le créer. On va l'appeler et pour ça on va faire appel au constructeur demandant uniquement le nom et on indique d'utiliser le nom qu'on vient d'entrer. On fait un rafraîchissement de l'écran et on va passer à l'appel du combat. La fonction comme on l'a construite effectue le combat d'un étage. Comme on a 10 étages, on va simplement mettre une boucle do while en place avec comme condition de continuité que le perso principal est toujours vivant et qu'on n'a pas passé le dernier niveau. On commence par incrémenter l'étage et on lance l'affichage avec comme paramètre l'étage où on est. Après un rafraîchissement d'écran, on va enfin lancer le combat. On appelle la fonction combat et comme paramètre, on met le héros, forcément, et pour l'adversaire, on va se servir du tableau des personnages en mettant comme position à prendre la dernière, c'est-à-dire la taille du tableau, -1.
Une fois le combat passé, on n'a plus besoin de la dernière entrée, on va donc la supprimer en faisant un pop-back. Et voilà, on a un petit jeu fonctionnel. Bon, l'équilibrage n'est pas fait, c'était qu'un exemple. J'ai pas non plus fait la gestion des erreurs de saisie pour les caractéristiques à augmenter quand on gagne un combat, mais c'est des choses que vous savez faire maintenant, donc vous pouvez le mettre en place de votre côté. On pourra bien entendu rajouter des fonctionnalités comme changer d'arme, lancer des sorts, etc. Mais on a là déjà une bonne base. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était un gros morceau, mais c'était nécessaire parce que grâce aux objets, on va pouvoir faire des choses énormes et faire un grand bond en avant dans notre programmation. Et pas d'inquiétude, les prochaines vidéos seront moins chargées. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas à la revoir pour bien tout assimiler parce que ça va vraiment nous servir énormément. Et de toute façon, c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. À bientôt!